Bien, reprenons donc notre exploration du désert en suivant la route de Bérénice et nous arrivons désormais au milieu des montagnes, au fort d'Aphroditès. En fait, le nom était déjà connu par l'itinéraire d'Antonin sous le nom d'Aphrodito, et connu par l'itinéraire d'Antonin, par la table de Peutinger et par l'anonyme de Ravenne. Le fort, comme vous le voyez ici, est vraiment au milieu des montagnes. On va s'approcher avec une vue satellite qui vous le montre. Il est au milieu d'un wadi qu'il a éventré en quelque sorte et qui a rentré par l'angle nord-est l'a traversée, bouleversant la porte et emportant une partie du dépotoir qui est ici. Et ce fort, en fait, nous ne l'avons pas fouillé, car il est situé très loin de toute route accessible, et fouiller un fort de ce type aurait posé des problèmes de logistique que les moyens alloués généreusement par le ministère des Affaires étrangères ne permettaient pas de réaliser. Le fort avait déjà été visité en 1826 par Wilkinson. Wilkinson en a donné dans des papiers qui sont aujourd'hui conservés à Oxford un croquis qui reste très utile car évidemment le fort était dans un meilleur état à l'époque que maintenant. Vous voyez la différence entre 1826 et de nos jours. Le wadi, qui avait déjà pénétré dans cette partie du fort, n'avait pas encore fait tous les dégâts. On voit bien que c'est un fort du même type que ce que nous avons eu jusqu'à présent, avec un plan carré, des tours d'angle. La porte était située ici. Nous le savons parce que c'est dans ce secteur que Wilkinson, vous voyez ici ce petit carré noir, c'est là que Wilkinson a trouvé l'inscription de fondation. On accédait à la courtine par des escaliers, il y en a un qui est conservé, et il y avait des casernements tout le long, et peut-être un sanctuaire dans l'axe de la porte. Wilkinson n'avait pas fait que relever le plan, il avait aussi relevé l'inscription, mais qui était déjà très difficile à lire. Alors voici l'état actuel de l'inscription. Lorsque nous avons visité le site à plusieurs reprises, on ne lit plus rien parce que depuis le début du XIXe siècle, les intempéries ont progressivement fait éclater la surface de la pierre et il est extrêmement difficile de lire. On voit quelques bases de lettres ici et là, mais c'est très insuffisant. Et il a bien fallu donc se reporter à ce que Wilkinson avait lu ou cru lire à l'époque. Et en fait, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'inscription n'a pu être véritablement restituée, même si elle avait déjà été interprétée une première fois par Meredith, elle n'a pu être véritablement restituée qu'après la découverte de l'inscription de Sychaïte et donc ne peut se comprendre véritablement que grâce à cette inscription de Sychaïte et en comparaison aussi avec celle de Dédumoy, dans l'article donc écrit par Roger Bagnall, Hélène Cuvigny et Adam Bülow-Jacobsen, qui s'appelle Security in Water on the Eastern Desert Roads, the Prefect Iulius Ursus and the Construction of Presidia under Vespasian, paru dans Journal of Roman Archaeology en 2001. Donc, comme a dit Dumoy, le texte indique que c'est sur l'ordre de Lucius Iulius Ursus, préfet d'Égypte, revenant de Bérénice, qu'on a cherché de l'eau, creusé un puits et une citerne et construit une forteresse autour. Donc nous sommes toujours dans la même période, c'est-à-dire dans la 9e année de Vespasien, soit en 76-77. Le fort, donc, n'a pas été fouillé. Je vous en donne quand même quelques images. Vous voyez ici la partie centrale où devait se situer le puits, l'angle sud-ouest, où Wilkinson dessine un escalier qui n'est plus visible aujourd'hui, mais qui est recouvert de sable. Et voici une vue de la zone de la porte avec le linteau et l'inscription, et le reste des casernements adossés au rempart.
ici une vue un peu plus rapprochée, dans la zone qui est la mieux conservée, avec l'emplacement de l'escalier. Et ici, le dépotoir qui est éventré par le wadi, en partie abîmé aussi par des coups de bulldozer récents, et qui montre une stratigraphie extrêmement fine, tout à fait identique à celle que nous avons rencontrée sur les sites de Didumoy et celle que nous allons voir maintenant à Dios, mais que, comme je vous le dis, nous n'avons pas fouillé. Tout ce que j'ai pu voir, c'est que le mobilier visible en surface est à peu près similaire au dernier niveau de Didumoy, et il est donc vraisemblable que l'histoire du fort d'Aphroditès est très similaire à celle du fort de Didumoy, c'est-à-dire construction en 76-77 et abandon vers 250. Si nous poursuivons notre route après Aphroditès-Horus à travers les montagnes, nous allons traverser donc divers wadis et suivre une gorge qui va nous conduire dans le fort de Compassie. Compassie, que vous voyez ici, est une fondation ancienne qui conjugue deux atouts. D'abord, il y a de l'eau à proximité, car nous sommes dans une gorge et la nappe phréatique est assez proche, et d'autre part, il y a des mines d'or. Une prospection récente, réalisée par Rosemary et Dietrich Klemm, et publiée dans l'ouvrage qui vient de sortir de presse à Heidelberg et à Berlin, qui s'appelle Gold and Gold Mining in Ancient Egypt and Nubia, Geoarchaeology of the Ancient Gold Mining Sites in the Egyptian and Sudanese Eastern Deserts, paru en 2013, donc proprement cette année, donne une vision générale de l'exploitation de l'or dans ce secteur. Ils ont repéré au nord de Compassie, là vous voyez une vue satellite, dans le fort romain, c'est ce carré vert qui est ici, et donc là c'est la piste qui arrive depuis Bérénice, depuis Aphroditès et qui se dirige à Bérénice. Ils ont repéré dans le secteur immédiatement au nord un ensemble de gisements d'or philonien qu'ils ont appelé Dagbag 1 et qui est exploité principalement au Nouvel Empire et à l'époque ptolémaïque. Il y a deux autres gisements situés plus à l'est, dans les montagnes ici, qui, eux, ont fait l'objet d'exploitation. D'une part, le premier qui s'appelle Dagbag II, à l'époque de l'Ancien Empire et du Moyen Empire, et le Dagbag III, qui a fait l'objet d'exploitation à l'époque ptolémaïque. Plus au sud, autour de ce qui va devenir le fort romain, on a aussi des traces d'exploitation de l'or qui sont principalement d'époque ptolémaïque. C'est ce que les Klemm ont appelé le gisement de Dagbag IV. Le gisement ptolémaïque est caractérisé par la présence d'habitations de mineurs et de meules à écraser le minerai, ainsi que par de laveries que nous allons voir tout à l'heure, de laveries pour laver le minerai d'or qui était permise par l'abondance de l'eau qui était exploitée à cette époque. Cette abondance de l'eau et l'exploitation très nette et bien datée de l'époque ptolémaïque nous incite à ne pas suivre l'hypothèse brillante de Federico de Romanis qui avait proposé une interprétation et une nouvelle datation de l'inscription connue sous le numéro 2483 des Inscriptiones Latinae Selectae de Dessau, qui a été ensuite étudiée plusieurs fois. Une inscription de la datation est un peu incertaine entre Auguste et Claude, une inscription qui a été trouvée à Coptos et qui rappelle que
des membres d'un détachement, d'une vexillation, tirés de 2 légions, de 3 ailes, de 6 cohortes auxiliaires, ont construit des laquis à Apollonos Hydroma, à Compassie et à Bérénice, et qu'ils ont réparé et construit un castrum à Myosormos. Alors ce texte pose 2 problèmes. Le premier est la détermination du sens de lacus, et ceci a été réglé en grande partie grâce à la fameuse inscription de Sickheit et donc à l'article d'Hélène Cuvigny et d'Angelo Jacobsen à ce propos, et pose aussi le problème de la datation. Donc, De Romanis s'est occupé de cette affaire dans son ouvrage Cassia Cinnamon Ossidiane, à la page 291-224, et il a daté l'inscription de l'époque d'Auguste à cause des inscriptions les plus anciennes du Panéon du Weli-Meni. Vous vous rappelez que les inscriptions les plus anciennes datent de 4 avant Jésus-Christ. Selon lui, comme l'inscription serait à peu près datable entre Auguste et Claude, et que, selon lui, les marchands n'auraient pas pu emprunter cette longue route depuis Bérénice sans l'installation d'un minimum de points d'eau, il pense que le plus ancien graffito du Panéon serait donc fatalement postérieur à l'inscription de 1483. Le raisonnement avait déjà été très fortement mis en doute par Hélène Cuvigny à cause de l'interprétation de lacus, qui ne peut vouloir dire puits comme le pense De Romanis, puisque dans l'inscription de Sickheit, le puits est clairement indiqué comme étant hydroma, et donc il s'agit bien de citerne. Et j'ajouterai pour ma part que le raisonnement de Romanis s'effondre si l'on considère la grande quantité d'eau nécessaire au fonctionnement des laveries d'or. Comme celle-ci date de l'époque ptolémaïque, il est certain que le puits remonte au moins à cette époque, voire plus haut, voire au Nouvel Empire. Ainsi, le trajet était déjà donc pourvu de points d'eau à époque ancienne, et si l'on a construit des citernes, c'est pour améliorer l'approvisionnement en eau et non pas pour permettre le trafic par cette route. Il s'ensuit donc que l'inscription n'est pas forcément augustéenne et d'après Hélène Cuvigny, elle serait plutôt de l'époque de Claude. Faute de fouilles, je ne peux pas apporter de données nouvelles sur cette question, si tant est que la citerne aujourd'hui visible à Compassie est bien celle mentionnée par l'inscription. Mais il est certain que la construction d'une telle citerne suppose celle du fort, et donc que le fort de Compassie soit, avec celui d'Apollonos Hydroma, parmi les plus anciens de la route. L'architecture, toutefois, est trop détruite et envasée pour permettre de comparer le plan avec celui des autres forts. Alors nous allons voir ça d'un peu plus près. Je me suis particulièrement intéressé à ce site lorsque nous fouillons à Dios, à une quarantaine de kilomètres plus au sud, et nous avons fait toute une série de relevés. Le site avait d'ailleurs déjà été prospecté par l'équipe d'Henry Wright en 1991, qui en avait déjà dressé un plan partiel resté inédit. Et c'est en fait sur mes propres relevés que je m'appuie. Alors voici ici quelques vues du relevé. Vous voyez que le site est entouré de montagnes assez proches et très escarpées. Et ce sont celles qui ont été exploitées pour tirer de l'or. Et vous voyez une vue donc rapprochée de l'ensemble du site. J'ai indiqué en marron l'emplacement présumé du fort, qui est, comme vous allez le voir sur les photos, très mal conservé. La seule chose qu'on peut voir clairement est le rempart oriental. Ici, il y avait probablement une porte dans la partie centrale dans ce secteur, certainement une citerne qui, elle, est bien visible ici, probablement une autre ici, mais tout le reste est très abîmé. Intéressant pour notre propos aussi sont les divers aménagements liés à l'exploitation des mines à l'époque ptolémaïque, une série d'habitations le long des parois ici, des traces d'exploitation
que vous voyez ici, des postes de garde qu'on appelle des scopeloi, des postes de guet sur les parties hautes, et ici, au milieu du wadi, les 2 laveries d'or. Alors, voici à quoi ça ressemble un peu plus près. Vous voyez que le fort est très détruit. La seule chose qu'on en voit, c'est le tracé du rempart oriental ici et les laveries d'or qui sont situées dans ce secteur. On en voit une ici. Au pied de la colline qui est en face du fort se situent des habitations d'époque ptolémaïque, des habitations de mineurs, et on voit ici les traces des exploitations des filons d'or. Bon, voici une vue des maisons de mineurs. Et ici, un plan un peu plus rapproché des habitations et des laveries. Alors, ces laveries sont très caractéristiques. Alors, ici, une vue des habitations qui sont juste contre la falaise, au milieu desquelles on trouve des meules très caractéristiques qui servent à écraser le minerai pour faire la farine d'or qui est ensuite lavée dans ces installations circulaires. On fait un effet que vous voyez ici, on dépose la farine de minerai dans le canal et on fait couler de l'eau qui entraîne le sédiment dans la partie basse et dépose les particules contenant de l'or qui sont plus lourdes au cours de son transport. Sur le côté, vous voyez aussi des traces de concassage du minerai sur les bords. Donc, j'aurai l'occasion de revenir par la suite sur ces exploitations d'or dans le désert, mais je tenais à montrer cet ensemble car c'est, selon moi, la preuve même que sur cette route, sur ce qui va devenir la route de Bérénice plutôt, il y avait déjà à époque ancienne des installations qui permettaient de s'arrêter, de s'approvisionner en eau. Et c'est certainement la raison pour laquelle ce wadi a été choisi par la suite pour se diriger ensuite vers Coptos. Alors, le fort lui-même, on le voit d'un peu plus près. Vous voyez donc la porte et le rempart, la citerne. J'imagine que c'est la porte ici, car en avant, il y a des gros dépôts de céramique et qui semblent liés à l'existence d'un dépotoir malheureusement très abîmé par le wadi. Alors, vous voyez ici une vue d'une citerne, en partie dégagée par les Bédouins, et ici une vue du rempart, et vous voyez ici l'intérieur du fort, très abîmé à la fois par le flot du wadi et par les pillages qui sont en cours et qui s'intensifient ces dernières années. Vous voyez ici quelques trous de pillage et qui, évidemment, sont très dommageables pour la compréhension du site. Je crois que c'est un site tout à fait essentiel. J'ai beaucoup regretté que nous n'ayons pas pu, pour des raisons logistiques, le fouiller de façon plus intensive. Je n'ai pu faire donc qu'un relevé. Je ne désespère pas, dans un avenir à moyen terme, revenir à Compassie pour éclairer à la fois la phase d'occupation ptolémaïque et mieux la dater. Alors, j'ai l'impression qu'elle est plutôt du deuxième siècle, du premier siècle avant Jésus-Christ, mais on n'en a pas de certitude absolue. Il est possible que l'exploitation remonte au IIIe siècle. On y a trouvé quelques éléments de céramique à vernis noir qui pourraient remonter jusqu'à cette période. Donc il faudrait éclairer à la fois l'exploitation d'époque ptolémaïque et mieux définir l'occupation romaine, car l'inscription même que j'ai citée tout à l'heure, l'inscription ILS 2483, assure que le fort a été construit avant tous les autres, peut-être sous Tibère ou Claude, et c'est ça qu'il s'agirait de préciser, car c'est un point fondamental pour l'équipement de la route, point qui reste en suspens du fait de l'absence de fouilles. Donc nous allons maintenant nous diriger plus au sud, et pour atteindre la zone de Dios, qui
comme vous le voyez, situé presque à la latitude d'Edfu, hein, de cette grande trajectoire qui aujourd'hui relie Edfu à Mersa Alam. Nous sommes à quelques kilomètres au nord. Et c'est un ensemble qui comprend deux sites. Un complexe formé par le site, on va commencer par donner les toponymes arabes actuels, donc deux sites qui sont d'une part celui de Bir Abu Khreya et le site de Bir Beiza. Il faut les traiter ensemble car, à la suite des recherches que nous avons effectuées entre 2006 et 2009, nous avons acquis la conviction qu'il s'agit d'un fort qui a été déplacé. Et ce qui implique que, bien que nous n'en ayons pas trouvé de preuves sous forme d'inscription d'ostraka, ce qui implique que probablement tous les deux ont été appelés Iovis, ou plutôt Dios, car c'est le nom que l'on trouve dans les ostrakas trouvés à Bir Abu Khreya. Si on s'approche un peu, on voit qu'en arrivant, en sortant, disons, de la zone des montagnes qui s'étend d'Idumoy à Kompassi, on arrive dans une zone où les wadis sont plus larges et progressivement, les pistes deviennent elles-mêmes empreintes des wadis dans un relief plus apaisé, et nous nous approchons donc de Dios en suivant la direction marquée par cette montagne qui est au fond. Ici, donc, vous voyez le fort de Kompassi, vous voyez qu'on sort des montagnes, qu'on traverse ces grands wadis et qu'on arrive ici dans la zone de Dios. Donc, comme je vous l'ai dit, le complexe de Dios est formé de deux ensembles, celui de Bir Abu Khreya, qui est situé ici, et celui de Bir Beiza, ici. Les deux sites sont distants de 6 km. Le site du Bir Beiza est, selon nous, celui qui a été construit le premier. Nous n'avons pas de preuves épigraphiques de sa fondation, mais les éléments de datation archéologique que j'ai pu recueillir dans les dépotoirs qui se sont formés autour du site ne laissent aucun doute sur cette antériorité du Bir Beiza par rapport au fort de Bir Abu Khreya. Le fort de Bir Beiza a été fouillé par Michel Rédé et par moi-même en 2006-2008. Nous avons à ce moment-là dégagé la porte principale, une poterne, des casernements, un petit sanctuaire et les pièces d'un bâtiment annexe situé en dehors du fort. Puis nous avons effectué quelques sondages dans les dépotoirs. Alors voici une vue d'ensemble. Vous voyez que le fort est très arasé aujourd'hui, le long d'une piste qui est assez fréquentée car elle mène à des mines d'or encore en exploitation aujourd'hui. Et voici le plan que nous en avons levé. Comme vous le remarquez, le wadi passe proprement devant la porte et a peut-être emporté une partie du dépotoir. Nous n'avions qu'une toute petite partie ici et a probablement aussi emporté une éventuelle inscription de fondation. Le plan est tout à fait classique, c'est le même que celui que nous avons sur d'autres forts de la route, celui d'Idumoy ou d'Aphroditès par exemple, puits central, une citerne ou plusieurs citernes sur le côté. Là, nous n'avons pas fouillé ce secteur-là, il est vraisemblable qu'il y a plusieurs compartiments, donc au moins 2 ou 3 citernes dans l'angle du fort. Citernes évidemment alimentées par une noria comme partout, des casernements relativement réguliers appuyés contre le rempart, un passage avec une poterne ici qui permettait d'accéder à l'arrière du fort et s'est formé à cet endroit-là un dépotoir secondaire qu'on voit ici. Et de façon assez curieuse, pas du tout où nous l'attendions, sur le côté du puits, là où nous aurions plutôt attendu l'emplacement d'une noria, nous avons trouvé
le sanctuaire du fort en position isolée. À l'extérieur, donc, comme je vous l'ai dit, un ensemble formé d'une série de pièces qui est considéré, que nous interprétons comme étant une espèce d'auberge, ou en tout cas en loger les voyageurs à l'extérieur du fort. Le fort est à peu près de même dimension que les autres, un peu plus petit, il fait 45 mètres par 37, il est défendu par des tours circulaires, et la porte elle-même est défendue par des tours semi-circulaires, exactement comme nous avons sur le fort de Didumoy. Nous n'avons donc pas trouvé l'inscription, mais à la fois le matériel, comme nous allons le voir tout à l'heure, trouvé dans le dépotoir, et à la fois le plan lui-même rappellent très fortement le premier état de Didumoy, et je crois donc qu'il faut dater la construction du fort, là aussi, de la grande campagne menée en 76-77 après Jésus-Christ, qui sert donc à équiper la route de puits fortifiés. Donc ici vous voyez une vue de la porte qui d'ailleurs avait conservé, on ne le voit pas très bien sur cette photo, mais avait encore conservé ses peintures, et la porte avait brûlé, et on a pu donc la restituer avec une grande précision. Vous voyez ici quelques détails de la partie brûlée de la porte et des peintures. Nous avons ici donc fouillé les casernements qui sont répartis le long des quatre côtés. Le remplissage de ces casernements est formé uniquement de quelques pierres qui sont tombées des murs et de sable. Donc les casernements étaient très propres, comme dans tous les forts qui sont occupés au 1er siècle et au 2e siècle après Jésus-Christ. Les autres casernements qui ont été fouillés dans la partie nord du site et la poterne, la partie nord et la partie est, par Michel Rédé, ont livré exactement la même stratigraphie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mobilier abandonné sur les sols. Le fort a été abandonné en bon ordre et parfaitement propre. Plus intéressant pour notre propos est l'existence d'un petit sanctuaire, comme je vous l'ai dit, en position isolée à côté du puits, lui aussi très démonté, puisque vous voyez dans l'état dans lequel on l'a trouvé, il y avait une allée centrale qui était dallée, en partie abîmée par des creusements postérieurs, bordée de 2 banquettes, et allée centrale qui menait à un socle en terre crue, enduit de chaux, qui supportait certainement les statues. Voici une vue plus rapprochée de ce socle. Là aussi, tout a été démonté, on n'a trouvé absolument aucun élément en relation avec le culte, ni inscription, ni statue, et ce n'est que par comparaison de l'architecture avec les autres sanctuaires des forts de la route que nous avons pu le déterminer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le fort a été abandonné en parfait ordre, tout a été démonté de façon très nette, et nous verrons que ça a probablement à voir avec la construction du fort de Dios à 6 km de là. Au nord du fort, donc si on revoit le plan ici, non, il faudrait revenir au plan général, pardon. Voilà. Au nord du fort, ici s'étend ce bâtiment qui, là aussi, était parfaitement propre. J'en ai fouillé un certain nombre de pièces, et puis je me suis un peu découragé, car il y avait simplement une couche de sable reposant sur le fond du wadi, et absolument rien. Donc, c'est très difficile de le dater avec précision. J'ai pu toutefois observer que le fort
le rempart du fort est construit en pierre noire mêlée avec des pierres de Poudingue, et il est clair qu'on a construit le fort en même temps qu'on creusait le puits, et donc on a récupéré des pierres du creusement du puits du Poudingue lorsqu'on a fait le rempart, alors que dans ce bâtiment qui est ici, nous n'avons que des pierres noires, et donc il semble bien que ce bâtiment a été construit avant le fort, et j'ai tendance à penser maintenant que ce sont les bâtiments qui ont été utilisés par les constructeurs du fort avant le creusement du puits, au moment du creusement du puits, et que ça n'a été transformé en auberge, en tout cas un lieu d'hébergement pour les voyageurs, que par la suite. Cette transformation est aussi manifeste parce qu'on a créé devant l'une de ces pièces un enclos, probablement pour les bêtes, qui, elle, est faite avec des blocs mêlant des pierres noires et des blocs de Poudingue, et donc qui signe une phase postérieure. Donc j'ai tendance à penser que nous avons ici les restes de la construction primitive au moment où on creuse le puits et on édifie le fort, et qui est ensuite transformé en bâtiment externe destiné aux voyageurs. La datation donc de cet ensemble, alors ici vous voyez une vue de cet enclos qui est créé devant les pièces d'habitation, et vous voyez que le sol est parfaitement propre, et ici une vue prise de l'autre côté. La datation de cet ensemble repose uniquement sur le mobilier archéologique, car nous avons bien trouvé quelques ostracas dans les dépotoirs, mais aucun n'a donné de date qui soit utile. Le mobilier dont je vous ai montré ici un petit échantillon est tout à fait caractéristique du dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ et du tout début du 2e siècle. On y reconnaît des céramiques en imitation de sigillés égyptiennes, des faïences fabriquées à Memphis, des céramiques culinaires dont la forme est assez caractéristique de la deuxième moitié du 1er siècle et du début du 2e siècle après Jésus-Christ, avec un bord tout à fait typique, qui sont à la fois fabriqués dans les ateliers d'Assouan et dans un atelier inconnu de la vallée. Il y a aussi des plans en verre tout à fait caractéristiques de l'époque flavienne et des amphores, à la fois des amphores d'Assouan, elles aussi très fréquentes à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, des amphores crétoises de la même période et, beaucoup plus rare, une amphore de Cilicie de type Pompéi V qui est attestée en quelques lieux du désert. Il y en a quelques exemplaires au Mont Sclodianus, il y en a un exemplaire à Xéron, et c'est une amphore qui servait au transport du vin d'Asie mineure. Si elle s'appelle Pompéi V, c'est que, comme son nom l'indique, on en a trouvé dans les ruines de Pompéi au moment de l'éruption, et donc colle parfaitement avec la datation que je propose dans le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. Au total, donc, vu le mobilier de l'occupation, je ne crois pas que ce fort ait été occupé après les années 120 de notre ère. On a donc une occupation qui est tout à fait contemporaine et bien comparable à celle de Crocodilo, l'un des forts de la route de Myos-Hormos, qui lui aussi est abandonné sous Hadrien. Il est donc probable, je crois, que ce fort fait partie de la série Didymo et Aphroditès, qu'il est abandonné au début du IIe siècle, et comme nous savons que le fort de Dios, qui est immédiatement à côté, a été construit en 115, l'abandon semble parfaitement coïncider. Il est temps donc de venir voir ce qui se passe dans le fort de Dios, où nous avons passé 4 années de fouilles à la fin des années 2000. Donc, je vous rappelle ici l'emplacement du fort du Bir Beisa,
et ici celui de Dios. Pardon. Alors voici une vue satellite, vous voyez que le fort est dans un wadi qui est très large, un paysage qui est tout à fait agréable. Le wadi qui passe entre les montagnes et le fort a malheureusement emporté l'angle nord-est du fort, mais a laissé subsister, vous allez le voir par chance, une mosaïque tout à fait intéressante qui était située dans cet angle et qui correspond au praetorium du fort. Sur ce plan général, on voit à la fois l'emplacement du fort, ici l'emplacement de la carrière de granit qui a servi à le construire, et ici l'emplacement d'une carrière de schiste noir où on a extrait également de la pierre qui a servi à construire le fort. Pardon. C'est dans ce sens. Donc ici une vue un peu plus rapprochée. Le site, là aussi, a été vu par Wilkinson en 1826, qui en avait donné un croquis tout à fait d'actualité. Wilkinson avait vu presque l'essentiel de ce qu'on pouvait voir encore lorsque nous sommes arrivés. Un fort à peu près carré avec un puits au milieu, 3 citernes qui étaient déjà bien visibles à son époque, et puis des casernements alignés sur tout le pourtour. Mais en fait, l'histoire de ce fort est elle aussi très complexe, comme celle de Didumoy, bien qu'elle soit un peu plus courte que celle de Didumoy, puisque le fort a été fondé, nous allons le voir, en 115 après Jésus-Christ. Alors ici, une vue d'ensemble, vous voyez l'emplacement de notre campement et le fort qui est dans un bon état de conservation, puisque dans certaines parties ici, le chemin de ronde, ici, le chemin de ronde est intact. Alors dès le départ, nous avons eu la chance, en dégageant la porte, de mettre au jour l'inscription de fondation qui nous donne une certitude absolue sur la construction, ce qui évidemment est très confortable. L'inscription dit ceci: Imperatori Nervae Traiano Optimo Caesari Augusto Germanico Dacico Pontifici Maximo Tribunicia Potestate Patri Patriae. Ensuite, il donne l'année de règne, qui est la 19e année, et il nous indique que Marcus Rutilius Lupus, praefectus Aegypti, per Lucius Cassius Torinum, praefectum Montis, praesidium ex fondamento, est quelque chose qui doit être à construire. Donc la traduction qu'en ont donnée Hélène Cuvigny et Adam Jacobsen est la suivante. À l'empereur Nerva Trajan, le Optimus César Augustus, le meilleur des princes, comme vous le savez, vainqueur des Germains et des Daces, grand pontife, exerçant la puissance tribunicienne, père de la patrie dans sa 19e année de règne, Marcus Rutilius Lupus, préfet d'Égypte, a fait bâtir le fort depuis les fondations sous la direction de Lucius Cassius Torinus, préfet du désert. Donc là, nous savons tout ce que nous voulons savoir, puisque la précision de la datation est donnée par la 19e année de règne, donc 114-115, et nous savons donc qui était en charge à cette époque-là du désert, puisque c'est Lucius Cassius Torinus qui était donc préfet du désert de Bérénice. Pour le construire, donc, comme je vous l'ai dit, on a mis en exploitation des carrières de granit, comme vous voyez ici. Donc on voit très bien les fronts de taille et la manière dont les blocs ont été extraits, et puis une carrière de schiste à proximité. Le fort présente une situation extrêmement complexe, résultat de nombreuses campagnes de travaux. On peut distinguer 2 grands états. Le premier état qui correspond à la construction du fort, des citernes, des casernements principaux
qui est évidemment datable de 115, et un deuxième état qui voit une modification totale de l'intérieur du fort, un peu du même type que celle que nous avons observée à Didumoy, et qui est plus difficile à dater et sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Le plan général, comme vous le voyez, est proche de celui de la série de Didumoy Aphroditès Beyza, avec toujours ce puits central, les citernes, etc. Mais il s'en distingue par une particularité qui semble caractéristique du IIe siècle, qui est l'ajout au milieu des courtines où il n'y a pas la porte, de tours pour renforcer la défense. Vous vous souvenez que c'était mon argument pour dater du IIe siècle aussi le fort de Daoui sur la route de Myosormos, fort pour lequel nous n'avons aucune certitude de datation car nous n'avons aucune inscription et pour lequel nous avons très peu de matériel. Donc je crois que là nous tenons une indication d'une évolution de l'architecture, mais je suis certain que Michel Rédé reviendra sur cette question la semaine prochaine et que nous aurons l'occasion d'en discuter, donc je n'insiste pas. La porte, donc, était comme d'habitude encadrée de 2 tours semi-circulaires avec des pieds droits de briques. Vous voyez ici le plan, donc tout à fait caractéristique, et s'appuyait donc des casernements le long des remparts. Voici une vue des tours médianes, ici la tour médiane est, qui a d'ailleurs connu 2 phases, vous voyez les 2 parements successifs, et ici une vue du chemin de ronde et du mur qui le borde. Dans la première phase, sont accolés, donc, comme dans le fort du Bir Beyza, des casernements formés de grands murs bien bâtis, que vous voyez ici en partie basse, qui ont été totalement rasés dans le deuxième état. C'est particulièrement le cas dans la partie est, où toutes les constructions qu'on voit sont de la phase 2, du deuxième état du fort, mais nous avons quelques traces des premiers casernements. C'est dans ce secteur que Michel Rédé restitue l'emplacement du premier sanctuaire, qui est attesté, et je pense qu'il reviendra demain la semaine prochaine sur cette question, qui est attesté notamment par une inscription d'un certain Antonius Celer, qui était architecte de l'aile des Lusitaniens et qui a donc construit une chapelle à Zeus Hélios Grand Sérapis. Mais il ne reste rien de tout cela, sauf cette inscription qui était remployée comme crapaudine dans un casernement postérieur. Alors, au premier état, évidemment, se rapportent les citernes, qui sont particulièrement impressionnantes. Nous en avons fouillé une totalement, vous voyez ici, citernes qui mesurent chacune 8 mètres par 5 et qui ont une profondeur d'environ 3 mètres, ce qui nous donne une contenance totale de 360 mètres cubes, suffisante probablement pour faire face à la nécessité d'abreuver des troupeaux de chameaux lorsqu'une caravane arrivait. Elles étaient certainement alimentées par une noria qui n'a pas été retrouvée, là encore, car détruite par l'effondrement du puits, mais dont on a pu mettre au jour le canal qui servait à amener l'eau dans les citernes. Une évacuation était aménagée vers l'extérieur. Alors vous voyez ici le canal d'arrivée de l'eau qui alimente les citernes en venant de la noria, et vous voyez ici la bordure de l'effondrement du puits. Vous comprenez pourquoi la noria a disparu. Et les citernes, donc, alimentées à travers un canal qui passe dès le départ, qui traverse le rempart, alimentaient un abreuvoir extérieur. Alors, vous voyez ici la citerne que nous avons fouillée. Ici se trouve le canal et l'abreuvoir extérieur est situé ici.
Voici une autre vue où on voit l'abrévage extérieur, aujourd'hui très abîmé par le flot du Wadi, et ici le petit canal qui a mené l'eau dans le dépotoir, dans l'abreuvoir. La grande citerne a été totalement fouillée en 2009 et j'ai pu constater qu'elle avait été utilisée presque jusqu'à la fin de l'occupation. Elle a seulement servi de dépotoir durant l'ultime phase d'occupation du fort, peut-être durant les dernières années, et le matériel céramique qui a été trouvé dans ce dépotoir, qui s'est formé tout au fond de la citerne, nous permet de dater l'abandon du fort, là encore vers le milieu du IIIe siècle. Il y avait des fragments de sigil éclairci et beaucoup d'amphores du IIIe siècle, notamment des amphores dites Capitaine II, des amphores de Pergame aussi, qui sont datables de cette période. Tout à côté des citernes, et assez logiquement approvisionnées par le même circuit d'alimentation en eau, se trouvaient les thermes qui ont connu de nombreuses phases. Je suppose que Michel Rédé reviendra là-dessus, car c'est lui qui l'a fouillé. Je vous les présente simplement. Il s'agit d'un petit ensemble thermal, mais très bien conçu, qui fait à peu près 50 mètres carrés de superficie, et qui comprenait à la fois un vestiaire dans la salle 43, ici, une salle froide avec une baignoire, et puis une salle chaude ici, deux salles chaudes, enfin une salle tiède et une salle chaude, alimentées par un praefornium qui chauffait l'ensemble. Vous voyez ici la baignoire, donc, qui permettait aux soldats de prendre un bain froid dans le frigidarium. Mais donc je n'insiste pas sur cette question, car je pense que Michel Rédé y reviendra. Correspondant aussi à ce premier état du fort sont les dépôts qui ont été jetés dans le dépotoir à l'extérieur des remparts. C'est un dépotoir très vaste, là encore, qui montre une occupation très intense, un dépotoir qui fait 600 mètres carrés de superficie et qui a une hauteur maximale d'1,30 mètre. Les strates sont relativement horizontales. Alors vous voyez ici l'emplacement du dépotoir que j'ai fouillé par carré. C'est évidemment plus facile. Les strates sont horizontales et il est clair qu'il y a eu une espèce de gestion, si on peut dire, des déchets, car en même temps que les soldats déversaient leurs ordures ménagères, ils élevaient, là encore, comme a dit Dumoy et à Crocodilo, des cochons sur le dépotoir, et nous avons trouvé, dans la partie qui est ici, une porcherie que vous voyez ici, qui servait donc à abriter les cochons de la chaleur. Le dépotoir donc, est formé de ces longues lentilles, et c'est la nécessité d'élever des cochons qui a rendu en quelque sorte obligatoire le fait d'étaler les déchets de façon à ce que les cochons puissent se nourrir. La matière organique était moins bien conservée qu'a dit Dumoy, mais néanmoins suffisamment bonne pour que les textes soient bien conservés, et ce sont ces textes dont vous parlera Hélène Cuvigny à la fin du mois au début du mois de décembre, lorsqu'elle présentera l'apport des textes à la connaissance de la route du désert, et elle vous expliquera aussi que ces textes nous apprennent malheureusement très peu de choses sur le grand commerce érythréen, mais beaucoup plus sur la vie des soldats. Il y a donc, après cette première phase, qui, comme a dit Dumoy, est caractérisée par des casernements qui restent très propres, car ils sont périodiquement nettoyés et on sort les ordures en dehors du fort, notamment pour élever les cochons. Il y a une deuxième phase, comme a dit Dumoy, qui se passe
quelque part vers la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle. Nous allons voir que nous avons beaucoup de mal à dater cette phase, et de toute façon, nous avons aussi beaucoup de mal à la traiter aujourd'hui. Et donc, je renvoie pour cette phase ultime du fort de Dios à notre prochain cours, où nous examinerons à la fois la phase finale de Dios et l'équipement de la route plus au sud, c'est-à-dire les fouilles du fort de Xeron-Pelagos, qui est situé à 40 km au sud de Dios, et celle du fort de Phalacron, qui est le fort successif. Mais, entre-temps, nous interromprons notre série pour recevoir quelques collègues qui traiteront de sujets plus particuliers, et notamment, dès la semaine prochaine, Michel Rédé, qui nous donnera une synthèse sur l'architecture des forts et leur évolution, et nous donnera aussi l'occasion de débattre avec lui de quelques points qui restent en suspens malgré 20 années de fouilles dans ces installations qui sont à la fois très bien datées par certains côtés et, comme je vous l'ai montré à plusieurs reprises, très lacunaires par d'autres, notamment lorsque nous avons des sites qui sont abîmés par les wadis qui ont emporté des éléments essentiels comme les dépotoirs. Je vous remercie.